Un éleveur suppliait qu'on lui donne du lait pour son fils. Apache a allaité le bébé et est devenue la mère dont il avait besoin. L'aube perçait à peine l'horizon lorsque Jean-Luc, un éleveur frêle et fatigué, gravit les marches usées de la petite auberge de son village. Dans ses bras, il tenait son fils, Antoine, dont les joues creuses et les grands yeux pleins de larmes témoignaient d'une faim lancinante. Les planches grinçaient sous ses bottes, tandis qu'il s'approchait du comptoir, où quelques paysans somnolaient encore autour d'une chope vide. « S'il vous plaît, un peu de lait, juste assez pour que mon enfant tienne jusqu'à ce soir. » Sa voix tremblait, brisée par la fatigue et le désespoir. Les regards glissèrent, indifférents. Le tavernier secoua la tête, les rideaux grinçant de la porte annonçant un vent froid. Alors qu'un silence pesant s'installait, une silhouette élégante franchit le seuil. Vêtue d'une robe sombre, rehaussée de broderies inattendues, une femme à la peau claire et aux cheveux noirs, retenue en un chignon strict, s'avança. Ses traits exotiques et son regard pénétrant forcèrent le silence. Marie Apachier, dernière née d'une lignée venue de terres lointaines, portait autour du cou un pendentif en argent ciselé, rappel d'un passé nomade. Elle s'agenouilla près de Jean-Luc, posa une main douce sur la tête du bébé et murmura « Laissez-moi aider ». Sans attendre de permission, elle retira délicatement la blouse de laine qui recouvrait Antoine et, dans un geste naturel, le ramena contre sa poitrine. Les villageois médusés observaient en silence ce spectacle inhabituel, tandis qu'un sourire semblable à un reflet d'aube traversait le visage émacié du nourrisson. Le tavernier, incrédule, servit une écuelle de lait frais que Jean-Luc reçut avec gratitude. Mais ce fut le lait du cœur de Marie qui réchauffa le petit Antoine. Lorsque les premiers rayons du soleil atteignirent l'âtre, le village sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Une mère inattendue venait d'éclore, là où on l'attendait le moins. Autour d'eux, d'antiques poutres de chêne et des outils agricoles, suspendus au mur, semblaient témoigner d'une histoire silencieuse, faite de labeur et de saisons rudes. Le crépitement discret du feu dans la cheminée répondait au souffle régulier de la femme Apache, comme un hymne à la vie. Plusieurs villageois, d'abord méfiants, échangèrent des chuchotements inquiets. Que faisait cette étrangère ici? D'où venait-elle vraiment? Quel secret recelait son pendentif travaillé, scintillant dans la lumière? Jean-Luc, les épaules voûtées par le poids de l'angoisse, sentit pour la première fois l'apaisement s'immiscer en lui. Il saisit la main de Marie, les doigts froids de l'homme contrastant avec la chaleur maternelle de la jeune femme. Il n'osait pas parler, de peur de briser ce moment suspendu, ce miracle inattendu. Antoine, rassasié, releva la tête vers Marie et esquissa un gazouillis, comme une bénédiction silencieuse. Les rumeurs allaient bon train, mais l'essentiel se passait devant lui. L'humanité triomphait du jugement et une communauté en devenir se dessinait dans les lueurs naissantes d'une journée promise à l'espoir. C'était là, dans cette auberge humble, qu'un éleveur suppliait qu'on lui donne du lait pour son fils, trouva en Marie Apachier la mère dont il avait besoin, et qu'un nouveau destin commença à s'écrire, à l'abri des regards incrédules. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange mélange d'admiration et de méfiance. Dès l'aube, Marie Apachier s'occupait d'Antoine comme si c'était son propre enfant. Elle lavait soigneusement ses petites mains, séchait ses boucles naissantes et posait sur ses joues un baume apaisant préparé à partir de plantes locales. Jean-Luc, témoin de cette dévotion, ne pouvait retenir un sourire attendri. Pourtant, derrière cette quiétude nouvelle, flottait le regard suspicieux de plusieurs villageois. Madame Fournier, veuve aux doigts crochus, murmurait que Marie pratiquait des rites oubliés. Le jeune Guillaume, dont le père travaillait au champ, lui lançait des regards inquisiteurs. Même le vieux Baptiste, autrefois cynique, prit l'habitude de la scruter lorsqu'elle traversait la cour de la ferme avec son seau de lait frais. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages, un messager arriva, haletant. Un représentant du cirque ambulant réclame la présence de Marie Apachier. Il affirme avoir des documents prouvant son retour au sein de la troupe, sous peine de poursuite. Les paroles tombèrent comme un couperet. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Que cachait vraiment l'origine de Marie? Et que signifieraient ces prétendues poursuites pour leur fragile communauté? Refusant de céder à la panique, Jean-Luc se rendit au chevet de son fils.
Antoine dormait paisiblement, un filet de salive brillant aux commissures de ses lèvres. Marie, assise à ses côtés, posait un foulard odorant sur son front. Elle leva les yeux, et dans son regard, Jean-Luc perçut une défiance farouche mêlée à une profonde tristesse. Cette étrangère était prête à tout pour protéger l'enfant. Après un court conciliabule, elle accepta de rencontrer le messager, à condition que Jean-Luc l'accompagne comme témoin. Ensemble, ils traversèrent les ruelles pavées, passant devant l'église où le clocher égrenait ses 12 coups silencieux. Le messager, un homme grand et maigre, vêtu d'un habit noir défraîchi, les attendait près du portail. Il brandit un parchemin scellé du sceau du cirque. « Vous êtes tenue de revenir, madame, selon le contrat signé il y a 3 ans. » Marie déchira le sceau d'une main ferme et lut le document à voix basse. Jean-Luc, ne comprenant guère les termes juridiques, se contenta d'observer la réaction de la jeune femme. Ses mains tremblaient, mais sa voix demeura assurée. « Ce contrat ne me lie plus, » déclara-t-elle doucement. « Il a été révoqué à la mort de mon ancien mentor, l'an passé. » Le messager, surpris, feuilleta d'autres papiers. « Ces ordres viennent du propriétaire du cirque, monsieur Bruno. Il exige votre obéissance. » Marie plissa les yeux. Monsieur Bruno était un homme juste, mais il est mort lors d'un accident de roulotte. Un silence pesant s'installa. Jean-Luc porta la main à la garde de sa dague, prêt à soutenir Marie si nécessaire. Le messager, sentant l'hostilité monter, recula d'un pas. « Je dois retourner à Paris avec vos réponses, » grommela-t-il, puis s'éloigna sous le regard des passants intrigués. Sur le chemin du retour, Jean-Luc interrogea Marie. « Pourquoi reste-t-il si acharné ?» Elle baissa la tête. « Le cirque ambulant est en proie à des difficultés financières. Ils veulent me ramener pour que je soigne les bêtes et divertisse le public avec mes chants. » Jean-Luc sentit une colère sourde monter en lui. « Ici, tu es une étoile. Là-bas, tu redeviendras une simple attraction. » De retour à la ferme, il prit une décision. Il construirait une barrière solide entre Marie et ceux qui la menaceraient. Dans le creux de la vallée, la brise murmurait l'espoir d'une vie nouvelle, tandis que le rire léger d'Antoine résonnait, promesse de jours meilleurs. La veille au soir, un feu de bois crépitait devant la ferme, jetant des éclats orangés sur les visages fatigués de Jean-Luc et Marie Apachier. Antoine, blotti contre sa mère de cœur, somnolait apaisé. Jean-Luc observait le ciel étoilé avec une attention nouvelle, conscient que chaque constellation racontait une histoire ancienne, tout comme celle qu'ils étaient en train d'écrire. Au petit matin, la ferme s'éveilla sous un voile de brume légère. Les poules caquetaient, cherchant leur premier grain, et les vaches paissaient paisiblement dans le pré voisin. Marie, vêtue d'une jupe sombre et d'un tablier brodé, se dirigea vers la cuisine rustique, préparant un porridge parfumé à la cannelle pour Jean-Luc. Elle chantonnait un air doux, mêlant une langue inattendue qui fit frissonner l'éleveur par son exotisme et sa sincérité. Alors que la fumée du pot sur le feu s'élevait, Jean-Luc entra, une motte de beurre à la main. Il déposa un baiser furtif sur la tempe de Marie, avant de prendre place. Ensemble, ils partagèrent un silence complice, les regards se croisant autour de la vapeur dansante. La simplicité de l'instant contrastait avec l'agitation récente, offrant un répit à leur cœur meurtri. Soudain, un bruit sec résonna, un portail cliqueta. Madame Fournier, toujours méfiante, apparaissait sur le seuil, tenant une lettre cachetée. Ses rides trahissaient l'inquiétude qui la poussait à intervenir. Elle tendit le pli à Marie. « Ceci est arrivé ce matin. » La jeune femme reconnut l'écriture élégante du capitaine du cirque, Monsieur Rousseau. Elle déchira l'enveloppe et lut d'une voix calme « Marie, votre présence est requise. » Jean-Luc se leva, impétueux. « Ils n'auront pas ma femme. » Madame Fournier, surprise par la fermeté de l'éleveur, murmura « Si seulement vous saviez. » Mais le message, signé d'un nom inconnu, mentionnait un voyage possible à Paris pour offrir à Marie une place d'honneur parmi les artistes. L'ambiguïté du courrier fit naître autant d'espoir que d'inquiétude. Dans l'après-midi, Marie accompagna Jean-Luc dans les champs. Le soleil d'été caressait les blés ondulants sous la brise. Elle lui confessa « J'ai toujours rêvé de voyager, de voir la Seine et ses quais, mais ma liberté m'a toujours semblé plus précieuse que n'importe quelle gloire. »
Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Comment offrirait-il ce monde nouveau à celle qui avait sauvé son fils sans perdre ce qu'ils avaient construit ici? Au crépuscule, les deux âmes se retrouvèrent au bord du ruisseau. Marie, trempant ses pieds dans l'eau fraîche, dessina des cercles à la surface, tandis que Jean-Luc lui raconta l'histoire de ses ancêtres, éleveurs depuis des générations. Il montra l'anneau de cuivre qu'il portait au doigt, héritage familial, annonçant « Un jour, ce sera à toi de le porter ». Le chant lointain d'une corne annonça le passage de la caravane ambulante, distante de quelques lieues. Ils échangèrent un regard chargé de désir et de peur. Leur avenir se jouait désormais entre la sécurité de la ferme et l'appel irrésistible de l'inconnu. La nuit tombante enveloppa la vallée, scellant la promesse silencieuse de faire face ensemble, quoi qu'il advienne. Une fois la caravane éloignée, le calme revint à la ferme. Marie Apachier, le regard pensif, s'installa près de la fenêtre de la chambre où Antoine dormait paisiblement. Les rayons du soleil couchant filtraient à travers les volets en bois, dessinant des rayures dorées sur le plancher. Elle caressa doucement le front du bébé, puis sortit une petite boîte d'étain ornée de gravures complexes. Jean-Luc, attiré par la lumière vacillante de la lampe, entra discrètement. Sur la boîte, il reconnut le même pendentif qu'elle portait autour du cou. Intrigué, il demanda « Qu'y a-t-il là-dedans » Marie hésita, puis ouvrit lentement le couvercle pour dévoiler une fine mèche de cheveux bruns et une plume délicate posée sur un lit de velours rouge fané. « C'est le souvenir de ma mère », expliqua-t-elle dans un souffle. « Elle m'a appris les herbes médicinales et les chants sacrés de mon peuple. Cette plume vient d'un oiseau sacré qui protégeait notre tribu. La mèche, c'est le dernier cadeau qu'elle m'a laissé avant de disparaître. » Jean-Luc sentit une émotion profonde en entendant ces mots. Il prit la main de Marie et y posa un baiser respectueux. Alors qu'il s'apprêtait à poser une nouvelle question, un choc retentit dans la pièce voisine. Un vieux coffre en chêne, légué par les ancêtres de Jean-Luc, venait de claquer de lui-même. Les deux se précipitèrent et découvrirent une lettre jaunie glissée sous la porte. L'enveloppe portait le sceau de la famille de Jean-Luc. Ils échangèrent un regard inquiet et ouvrirent la lettre ensemble. Elle révélait que les antécédents de Marie étaient liés à une ancienne famille noble française qui, des générations plus tôt, avait adopté une enfant amérindienne dispersée. Les retournements de pouvoir et les dangers politiques avaient contraint l'ancêtre à s'exiler en Amérique, emportant avec lui la petite fille. Cette filiation signifiait que Marie avait le droit de réclamer un héritage oublié, une petite propriété non loin de la vallée. Jean-Luc lut la lettre à voix haute. « À mon enfant de cœur, je lègue la chaumière du cerf blanc, un havre de paix perdu dans les collines. Puisses-tu retrouver tes racines et enseigner aux autres les savoirs anciens. » Les yeux de Marie s'embuèrent de larmes. Elle se tourna vers Jean-Luc. « Tout ceci pourrait changer nos vies. Mais je crains les conséquences si cette propriété attire la convoitise. » Jean-Luc embrassa son front et affirma « Nous affronterons ensemble ce nouveau chapitre. » Dans le silence complice qui suivit, ils scellèrent l'engagement de protéger ce secret, déterminés à conjuguer leur destin. L'aube naissante était porteuse de promesses nouvelles, tandis que le chant lointain du coq invita à un lendemain plus lumineux. Une semaine plus tard, alors que la ferme baignait dans la douce lumière de l'après-midi, un orage soudain éclata. Le ciel s'obscurcit en un instant et des rafales de vent firent trembler les volets de bois. Marie Apachier, alarmée, se précipita pour regrouper les pots d'herbes médicinales qu'elle avait laissées sur la table de la cuisine. Jean-Luc courut sous la pluie naissante pour sécuriser les troupeaux, appelant d'une voix rauque ses vaches effrayées. Antoine, réveillé par le fracas du tonnerre, pleurait dans son berceau. Marie s'empara alors de lui et, d'une voix apaisante, murmura des chants anciens que sa mère lui avait transmis. Le rythme hypnotique de ses paroles sembla calmer l'enfant. Ses pleurs se muèrent en hoquets de sommeil. Les gouttes martelaient le toit en tôle, créant une symphonie brutale, tandis que les éclairs zébraient le ciel de leur éclat violacé. Dans la cour, Jean-Luc luttait contre l'averse pour couvrir les seaux d'eau de pluie afin de ne pas perdre la précieuse récolte. Soudain, un hurlement lointain retentit.
C'était le messager du cirque, porteur de nouvelles inquiétantes. Il se tenait sous un chêne massif, trempé jusqu'aux os, et annonça d'une voix tendue « Monsieur Bruno est de retour. Il a rassemblé une troupe de cavaliers pour vous ramener Marie de force. » La nouvelle tomba comme un coup près. Jean-Luc, le cœur battant, jeta un regard vers la fenêtre où Marie berçait doucement Antoine. La tempête grondait toujours, masquant presque les voix du messager et des premiers cavaliers qui approchaient. Sans perdre un instant, il rejoignit Marie à l'intérieur et d'une voix basse mais ferme l'avertit « Ils arrivent, prépare-toi à partir ». Marie embrassa tendrement Antoine, enveloppa le bébé dans ses bras et attrapa son manteau brodé. Jean-Luc s'élança vers la réserve, saisit quelques provisions, du pain rassis, du fromage sec et une fiole de sirop de cassis, et la tendit à Marie. « Tiens, pour le voyage » souffla-t-il. Elle hocha la tête, les yeux sombres, mais déterminés. Ils franchirent ensuite la porte arrière, enfilèrent les bottes de Jean-Luc et s'enfoncèrent dans le bosquet voisin, profitant du tumulte de l'orage pour dissimuler leur fuite. Les éclairs éclairaient fugitivement le sentier boueux, et chaque craquement de branches sous leurs pas semblait décupler la tension. Antoine, blotti contre sa mère, dormait paisiblement, ignorant le péril. Au milieu des troncs humides, Marie chuchota « Je connais un passage secret vers la chaumière du cerf blanc. Nous y serons hors de portée rapidement. » Jean-Luc, essoufflé, l'entraîna plus profondément dans la forêt. Derrière eux, les voix des cavaliers résonnaient, mêlées au vacarme de la pluie. Après plusieurs minutes d'une marche haletante, ils débouchèrent sur une clairière isolée, où gémissait un petit ruisseau gonflé par les précipitations. L'eau bouillonnante serpentait entre les pierres, créant des tourbillons nacrés. Là, sous un vieux saule penché, se trouvait l'entrée dissimulée d'un sentier étroit qu'ils avaient découvert quelques jours plus tôt. Sans hésiter, Marie s'y engagea. Les branches basses griffaient leurs vêtements et la terre argileuse ralentissait leur progression. Mais l'urgence leur donnait des forces. Ils gravirent la pente escarpée et atteignirent enfin le plateau surplombant la vallée. À travers la brume et les bourrasques, ils aperçurent les toits bas de la chaumière du cerf blanc, enveloppés dans un halo de mystère. Jean-Luc serra Marie dans ses bras, tandis que l'orage commençait à s'éloigner. Antoine émit un petit gémissement, ouvrant les yeux sur ce nouveau refuge. La propriété se dressait là, promise à un renouveau, prête à accueillir la famille étrange qu'elle allait abriter. À l'aube suivante, la pluie avait cessé. Un voile de brume s'élevait paresseusement au-dessus des collines, enveloppant la chaumière du cerf blanc d'une aura mystique. Jean-Luc et Marie Apachier, trempés mais soulagés, franchirent le vieux portail de chêne vermoulu, découvrant enfin le foyer hérité d'ancêtres lointains. La bâtisse, basse et allongée, était construite en pierre blanche et en mortier de chaux, ses volets bleu-gris fermés depuis des années. Le chien du voisin, réveillé par leurs pas, leva la tête et jappa faiblement. Ils pénétrèrent dans la cour couverte de lierre, où une fontaine sèche trônait au centre, ornée d'un cerf sculpté dont l'écoulement avait longtemps été interrompu. Jean-Luc s'approcha et poussa la lourde margelle. À l'intérieur, il trouva de vieux outils de ferrage, des seaux cabossés et un arrosoir plein de rouille. Il sourit en murmurant « Ici, au moins, personne ne viendra nous troubler. » Marie, portant toujours Antoine dans ses bras, entra dans l'aile ouest de la maison. Les murs étaient tapissés d'anciennes draperies effilochées et d'un papier peint fleuri, désormais délavé. Chaque pièce semblait figée dans le temps. Un berceau en chêne, une armoire aux portes jointes par une corde, une table massive jonchée de poussière. Pourtant, l'atmosphère y respirait la promesse d'un renouveau. Elle posa son fruit au berceau et fit le tour, humant l'odeur mielée qui persistait, vestige d'un ancien pot de confiture oublié. Jean-Luc transporta des fagots de bois sec ramassés près du vieux hangar. Il alluma un feu dans la cheminée principale et bientôt la pièce s'emplissait d'une chaleur bienvenue. Marie déposa Antoine dans ses bras, souriant devant les légers mouvements de la poutre de chêne au-dessus de leur tête. « Regarde mon petit ange, nous t'avons trouvé un nouveau cocon », dit-elle tendrement. Dans la matinée, ils se mirent au travail. Jean-Luc balaya la cour, tandis que Marie sortit de sa besace des fioles d'élixir et d'onguents.
Son toucher soyeux passa sur les murs humides, appliquant un liniment antifongique qu'elle confectionnait à partir de plantes sauvages. À chaque gestuelle, elle évoquait les rituels de sa tribu, insufflant à la maison un souffle de vie retrouvé. Au déjeuner, ils dégustèrent le pain rassis et le fromage sec offert par la mère Fournier, généreuse malgré ses craintes. Autour d'une table bancale, ils partagèrent des éclats de rire et des rêves fragiles. Antoine, désormais vigoureux, jouait du bout des doigts avec un brin d'herbe, contemplant Marie comme s'il comprenait chaque geste. L'après-midi, un bruit de pas attira leur attention. Madame Fournier, accompagnée de Baptiste et de quelques voisins, s'était déplacée jusqu'à la chaumière. Les visages étaient hésitants, mais la curiosité l'emporta. Sous le porche, Jean-Luc expliqua « Nous resterons ici. Marie est la guérisseuse de ce lieu. » Madame Fournier, émue, offrit un pot de miel et déclara « Si elle part, je serai prête à mourir de soif plutôt que de la laisser partir. » Les regards se sourirent. Un pacte silencieux se scella. La communauté reconnaissait Marie comme l'une des leurs et la chaumière du cerf blanc deviendrait un havre de paix. Le soleil, enfin percevant la brume, projeta ses rayons sur la pierre claire. Dans ce sanctuaire retrouvé, Jean-Luc sentit son cœur se libérer, convaincu que leur destinée commune était désormais assurée, loin des menaces, au creux de ces collines où l'amour et le courage avaient bâti un nouveau foyer. Les premières lueurs de l'aube révélèrent un ciel clair au-dessus de la chaumière du cerf blanc. Marie Apachier se leva avant le soleil, emportant Antoine endormi dans ses bras, et se dirigea vers le potager en terrasse. Elle cueillit délicatement des feuilles de plantain et d'achillée millefeuille, qu'elle posa dans un grand panier d'osier. Le bruit feutré de ses pas sur la terre fraîche effleurait l'oreille comme un hommage silencieux à ces terres qu'elle apprenait à connaître et à aimer. Pendant ce temps, Jean-Luc préparait les outils, houes, binettes et arrosoirs en cuivre. Il se souvenait des récits de son grand-père, qui parlait de ces mêmes parcelles cultivées par leurs ancêtres. À chaque sillon creusé émergeait un écho du passé, un lien ténu entre la terre et les hommes. Ensemble, ils travaillèrent sous la brume légère, plantant des semences, désherbant autour des choux et des navets. Les voisins, curieux mais désormais bienveillants, les aidèrent tour à tour, apportant des hoteaux de fumier ou un seau d'eau claire. Au milieu de la matinée, la cloche du village tinta pour annoncer la messe dominicale. Plusieurs habitants franchirent le portail de la chaumière, non pour prier, mais pour demander conseil à Marie. Madame Fournier présenta une fillette dont la fièvre ne cédait pas depuis 3 jours. Dans un geste doux, Marie prit la petite main brûlante et y appliqua une pâte d'argile et de camomille. Ces paroles, prononcées dans une langue qu'aucun villageois ne comprenait, résonnaient comme un chant apaisant. En quelques instants, la petite ouvrit les yeux, moins pâle, reconnaissante. Les responsables du presbytère, témoins du miracle simple, échangèrent un regard émerveillé. Le soir venu, la cour de la chaumière s'anima autour d'un repas partagé. Ragoût de légumes, pain moelleux et confiture de cassis. Autour de la table, la gratitude se traduisait en récits joyeux, une chèvre guérie, un porcelet sauvé, tous dus aux soins de Marie. Un sentiment d'unité nouvelle enveloppait la communauté, comme si la chaumière du cerf blanc devenait peu à peu le cœur battant de la vallée. Pourtant, dans l'ombre des collines, une silhouette solitaire observait. Le messager du cirque était revenu, accompagné cette fois de 2 cavaliers, vêtus de manteaux sombres. Il attendrait la nuit pour annoncer à M. Bruno le succès de sa traque. Mais en voyant la fête ordinaire se dérouler, même son visage se radoucit. Il devinait qu'il serait difficile d'arracher Marie à cette vie vibrante, faite de solidarité et d'humanité. Alors que la chandelle vacillait sur la table, Marie posa la main sur l'épaule de Jean-Luc et murmura « Ici, je suis chez moi ». Le regard de l'éleveur brilla d'émotion. Dans cette demeure ancestrale, les racines de 2 mondes s'enchevêtraient désormais, offrant un avenir à la fois prometteur et fragile, un témoignage vivant que la reconnaissance et l'amour peuvent jaillir là où on s'y attend le moins.
La nuit tomba doucement sur la chaumière du Cerf-Blanc, enveloppant les collines d'un voile de mystère. Marie Apachier et Jean-Luc, main dans la main, avaient disposé des lanternes en fer forgé tout le long de l'allée menant à la cour. Les flammes vacillantes dansaient sur les murs de pierre, invitant les voisins à se réunir pour un bal improvisé. Autour d'une table dressée à même l'herbe, on avait posé des victuailles, tourtes aux oignons, terrines de lapin, pommes au four et une fontaine de cidre pétillant. Les musiciens du village, instruments en main, installèrent un violon, un accordéon et un tambourin. L'air de fête effaçait les derniers échos de l'orage, et chacun sentait dans la poitrine l'élan d'une nouvelle fraternité. Les premières notes retentirent, entraînant les couples sous les guirlandes de lambeaux de tissu blanc. Marie, vêtue d'une robe simple mais élégante, ses cheveux tressés en couronne, ouvrit le bal avec Jean-Luc. Leurs pas, d'abord hésitants, devinrent bientôt sûrs et coordonnés. Autour d'eux, les enfants couraient en riant, imitant les adultes, tandis qu'Antoine, porté sur l'épaule d'un voisin, battait la mesure de ses petits poings potelés. Au son d'une mazurka endiablée, Madame Fournier, encouragée par Baptiste, tourna sur elle-même avec une vivacité inattendue, arrachant des applaudissements enthousiastes. Les jeunes villageois rivalisaient d'adresse pour exécuter figures et farandoles, tandis que Marie échangeait des sourires complices avec les habitants. L'inquiétude des premiers jours paraissait à présent lointaine, effacée par la chaleur du partage. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. Dans l'ombre au fond du verger, le messager du cirque réapparaissait, seul cette fois. Il observait la scène, figée, la silhouette raide sous son manteau humide. Les lanternes éclairaient son visage, ses traits marqués par la fatigue et l'indécision. Plusieurs voisins l'aperçurent et échangèrent des regards interrogateurs. Sans oser s'approcher, il demeura un instant, comme écartelé entre son devoir et l'évidence de la joie simple qui régnait. Finalement, il tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un doute silencieux sur l'avenir de la troupe qu'il servait. Le bal se poursuivit, plus animé que jamais. À l'aube naissante, alors que les premières lueurs rosées erraient sur le ciel, les convives s'écartèrent, fatigués mais heureux. Jean-Luc et Marie restèrent seuls au milieu des lanternes éteintes, la musique lointaine s'éteignant comme un souffle. Ils se regardèrent, le cœur rempli de gratitude. « Ce soir, nous avons gagné plus qu'un simple moment de fête », murmura Marie. Jean-Luc hocha la tête, serrant tendrement son bras. « Nous avons gagné une famille. » Leurs silhouettes se fondirent dans le crépuscule paisible, tandis que la chaumière du Cerf-Blanc s'endormait, prête à accueillir de nouveaux rêves. Quelques jours plus tard, au cœur de la matinée, un attroupement inhabituel rassembla les villageois devant la chaumière du Cerf-Blanc. Un carrosse tiré par 2 chevaux aux poils luisants s'était arrêté près du portail, étincelant sous le soleil. Le cocher, élégant, ajusta sa livrée, tandis qu'un homme à la stature imposante descendait avec assurance. C'était Monsieur Bruno, ancien propriétaire du cirque ambulant, venu personnellement réclamer le retour de Marie Apachier. Son regard savait mêler autorité et noblesse, mais un trac imperceptible tremblait dans sa voix lorsqu'il s'adressa à la foule. « Mes amis, je vous remercie de m'accueillir. Je cherche Madame Marie Apachier, dont le talent et la bienveillance sont inestimables pour notre troupe. Nous sommes disposés à vous offrir des conditions exceptionnelles afin qu'elle revienne parmi nous. » Le silence pesa un instant. Jean-Luc, serrant Marie par l'épaule, s'avança avec respect. « Monsieur Bruno, ici elle est chez elle. Elle a sauvé mon fils et bien d'autres âmes. Ce lieu est sa famille. » Monsieur Bruno inclina légèrement la tête et sortit un parchemin richement calligraphié. « J'entends votre gratitude, mais le cirque m'a mis en grand péril financier. Sans ses soins et ses chants sacrés, nous risquons la disparition. Acceptez cette proposition, une part des bénéfices, une loge permanente et la reconnaissance officielle d'une artiste noble dans toutes les villes de France. » Marie, émue par cet honneur, sentit la tentation l'envahir. Elle échangea un regard chargé d'émotion avec Jean-Luc. Les murmures se firent entendre parmi les villageois. Le prestige, la sécurité financière, la possibilité de voyager, tant d'arguments séduisants. Pourtant, elle pensa au chant des blés, au rire d'Antoine, à la chaleur du foyer.
Dans un geste silencieux, elle tendit la main vers le parchemin, mais la retira aussitôt. Monsieur Bruno, surpris, plissa les yeux. « Vous hésitez ?» Marie prit une profonde inspiration et parla d'une voix claire. « Vos offres sont généreuses, mais mon cœur appartient à ces terres et à ces hommes. Les chants que je porte ne résonneront jamais dans un chapiteau comme ils résonnent ici, dans l'âme de ce village. » Un émoi traversa l'assemblée. Monsieur Bruno, après un regard appuyé, plia le parchemin et le rangea dans sa veste. « Vous avez choisi la liberté et la fidélité. Je respecte votre décision. » Il fit un pas en arrière, inclina son chapeau et montra ses chevaux. « Si jamais vous changez d'avis, la porte vous sera toujours ouverte. » Alors que le carrosse s'éloignait, un sentiment de victoire et d'allégresse s'empara des villageois. Jean-Luc prit Marie dans ses bras, tandis qu'Antoine, éveillé par le tumulte, gazouillait joyeusement. Le soleil d'après-midi baignait la chaumière et ses occupants d'une lumière dorée, scellant la fidélité de Marie et l'harmonie retrouvée de leur famille agrandie. Dans la quiétude de l'aube, un vent nouveau soufflait sur la vallée, porteur de murmures inquiétants. Tandis que Jean-Luc et Marie Apachier veillaient sur le potager renaissant, plusieurs villageois se rassemblaient près de la fontaine séchée. Ils échangeaient des regards anxieux, leurs voix se brisant en chuchotements gourmands de peur. Un étranger mystérieux, vêtu d'un long manteau sombre et d'un chapeau tiré bas sur le front, avait déposé à l'auberge une lettre anonyme. Elle mentionnait la disparition prochaine de la chaumière du cerf blanc et suggérait que certains habitants rêvaient de s'en emparer pour spéculer sur les terres. Le messager, tremblant, remit le parchemin au Conseil des Anciens, réunis dans la grange commune. Jean-Luc, informé, serra les poings. Il quitta aussitôt Marie et Antoine pour se rendre à la réunion. Derrière la porte ouverte, il surprit les anciens débattre avec passion. L'un conseillait de renforcer la défense, l'autre préférait ignorer la menace pour ne pas semer la panique. Jean-Luc intervint. « Nous devons rester unis. Les terres sont notre bien à tous, et personne n'aura le droit de briser ce pacte. » Dehors, Marie préparait un baume cicatrisant pour un vieillard blessé par une chute. La vie quotidienne continuait, malgré l'ombre qui planait. Quand Jean-Luc revint, il trouva Marie sereine, entourée d'enfants jouant. Il lui confia la lettre. Elle la lut attentivement, plissant les yeux devant les mots menaçants. « Ce sont des rumeurs destinées à semer le doute, » déclara-t-elle avec calme. « Mais nous devons enquêter discrètement pour découvrir l'origine. » Le couple décida de mener une veille nocturne. À la tombée de la nuit, ils patrouillèrent autour de la chaumière, observant chaque ombre. Un craquement de brindilles attira leur attention. 2 silhouettes se glissaient vers la grange. Jean-Luc s'élança, appelant Marie. Ils surprirent 2 hommes consultant une carte ancienne. L'un d'eux brandissait un billet à l'entête de la seigneurie voisine. Pris au piège, les conspirateurs crièrent à la fuite, abandonnant leurs cartes. Jean-Luc récupéra le document humide et le glissa dans sa veste. De retour à l'intérieur, près de l'âtre, Marie examina le plan. Il indiquait une parcelle isolée, frontière entre 2 domaines ancestraux, zone de litige et convoitise. L'alerte était donnée. La menace venait non du cirque, mais de propriétaires terriens souhaitant récupérer ces terres jugées précieuses. Jean-Luc posa sa main sur l'épaule de Marie. « Les luttes de pouvoir nous dépassent, mais tant que je respirerai, je protégerai ce foyer et toi. » Elle l'embrassa, sentiment de défi et d'amour partagé, convaincue que l'union des cœurs est plus forte que toute une armée. Le lendemain, lors de la veillée communautaire, les chants et les récits de courage dissipèrent la peur. Les anciens partagèrent un repas fraternel, scellant un pacte de protection mutuelle. Le village comprit que la solidarité serait leur meilleure armure. Tôt le lendemain, un cortège mené par le baron de Montferrand s'avança vers la chaumière du cerf blanc. Vêtu d'une redingote sombre et coiffé d'un chapeau à plumes, il descendit de son cheval avec une assurance implacable. À ses côtés, 2 officiers graves portaient des parchemins officiels, signes tangibles de la seigneurie voisine. Les villageois, alertés, se massèrent derrière Marie et Jean-Luc, formant une haie humaine silencieuse. Le baron s'inclina brièvement, puis lança d'une voix forte « Jean-Luc Dumont, je vous apporte une ordonnance royale. »
Cette terre doit revenir à la maison de Montferrand en vertu du décret de 1789. Vous avez 15 jours pour évacuer, sous peine de confiscation et d'amende. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. La carte trouvée la veille confirmait les ambitions du baron, revendiquer les terres de la Chaumière pour étendre son domaine. Jean-Luc, la mâchoire serrée, s'avança. Sa voix, d'abord contenue, monta peu à peu en fermeté. « Monseigneur, cette ordonnance ignore la vérité historique. Nos archives familiales prouvent que mes ancêtres ont acquis ces terres par donation noble, acte légalisé par le notaire de la cour à Versailles. » Il sortit la lettre scellée par son grand-père, qu'il présenta au baron. Le baron examina distraitement le document, fronçant les sourcils. Marie, profitant de cet instant de flottement, s'approcha et prononça d'une voix mesurée « Votre Excellence, je vous propose une alternative. Plutôt que de briser notre foyer, joignons nos forces. La Chaumière deviendrait un relais pour vos troupeaux et un lieu de soins pour vos paysans. Je mettrai mes talents à votre service, en échange d'un bail de longue durée. » Son regard exprimait à la fois humilité et détermination. Les officiers chuchotèrent, puis le baron releva la tête. Il considéra Marie avec curiosité. Jamais il n'avait vu une simple guérisseuse négocier ainsi. Après un long silence, il esquissa un sourire narquois. « Mademoiselle, vous êtes audacieuse. Et vous, Dumont, êtes prêt à faire allégeance ?» Jean-Luc échangea un bref regard complice avec Marie, puis répondit « Nous sommes prêts à collaborer, à condition que la Chaumière demeure notre demeure. » Le baron hocha la tête, signifiant à ses officiers de rédiger un nouveau texte. Sous les yeux attentifs des villageois, un acte de copropriété fut établi. La Chaumière du Cerf-Blanc resterait la propriété des Dumont, mais ouvrirait ses portes au baron de Montferrand pour l'élevage et l'usage médical. Cet équilibre fragile scella une alliance inattendue, fruit du courage de Marie et de la sagesse de Jean-Luc. Tandis que le baron et sa suite reprenaient le chemin du château, le vent fit danser les premières feuilles d'automne. Dans la cour, les villageois exhalèrent un soupir de soulagement. Jean-Luc prit la main de Marie. « Ensemble, nous avons triomphé d'une tempête nouvelle. » Elle sourit, confiante. « Tant que nous resterons unis, aucun décret ne pourra détruire notre foyer. » L'automne avançait, et les champs dorés autour de la Chaumière du Cerf-Blanc se préparaient à livrer leur ultime récolte. Dès l'aube, Jean-Luc se tenait au sommet de la colline, observant les blés onduler sous le vent léger. À ses côtés, Marie Apachier, emmitouflée dans une étole colorée, serrait contre elle une besace remplie de graines de moutarde et de lin, prête à être semée pour l'année suivante. La journée de moisson commença dans la bonne humeur. Les paysans du village, armés de faux et de faux seaux, formaient une haie laborieuse. Antoine, désormais solide sur ses petites jambes, courait d'un rang à l'autre, cueillant une épi oubliée ou ramassant un morceau de ficelle. Les rires et les chants résonnaient dans la vallée, mêlant voix graves et aiguës en un hymne à la terre. Marie, vigilante, appliquait au coupeur un onguent antiseptique préparé la veille pour éviter les infections liées aux coupures. De sa voix douce, elle expliquait « Un peu de plantain écrasé et de camomille suffit à désinfecter. » Les ouvriers, témoins de la rapidité avec laquelle leurs plaies guérissaient, se pressaient pour recevoir ces soins avant même de repartir travailler. Au milieu de la matinée, le soleil d'octobre réchauffait la terre et la rendait poussiéreuse. Jean-Luc s'arrêta un instant pour boire à la gourde, puis contempla l'horizon. La silhouette du château de Montferrand se dessinait, pointant ses tours grises vers le ciel. Il réfléchit aux nouveaux accords passés avec le baron. La Chaumière, tout en restant leur foyer, offrait désormais un relais aux bœufs et un dispensaire de fortune. Les bénéfices du cidre et de la farine partagée avaient renforcé l'économie locale, et même le messager hésitant avait trouvé une place comme intendant occasionnel. Lorsque vint l'heure du repas, les champs se vidèrent et la famille improvisa un banquet champêtre. Sur une grande natte tressée, on déposa des miches de pain cuit la veille, des morceaux de lard fumé, des pommes croquantes et une cruche de cidre pétillant. Les enfants, écartelés entre jeu et appétit, observaient Marie curieuse lorsqu'elle sortait d'un panier des petits sachets de graines à distribuer. « Gardez-en pour l'hiver », conseillait-elle. « Elles seront utiles à vos futures plantations. »
L'après-midi fut consacré à la moisson des lentilles et au battage des gerbes. Tandis que le groupe s'activait, un convoi de charrettes vint des collines voisines. Le baron de Montferrand lui-même se présentait, accompagné cette fois de sa fille aînée, mademoiselle Éléonore. Elle descendit avec grâce, vêtue d'une robe simple mais soignée, et s'adressa à Marie. « On m'a parlé de votre sagesse pour les plantes et du pouvoir de vos champs. Puis-je apprendre à vos côtés ?» Surprise et flattée, Marie acquiesça avec respect. Dans le crépuscule, Éléonore et Marie se tinrent côte à côte au bord d'un ruisseau, ramassant des herbes médicinales et échangeant récits de leurs enfances si différentes. L'une élevée dans le luxe d'un château, l'autre sous la tente d'un cirque ambulant. Leur complicité naissante symbolisait l'union des mondes et l'espoir d'une paix durable. Au retour, Jean-Luc et le baron gravèrent ensemble un marqueur de bois à l'entrée de la parcelle, indiquant la copropriété et les droits de chacun. Les villageois entourèrent la scène de leurs acclamations. Le soir, autour d'un feu de joie, Antoine s'endormit sur les genoux de Marie, rassasié par le cidre doux et la chaleur du moment. Alors que les braises rougeoient, Marie observa les étoiles et chuchota. « Nous avons semé plus que des graines aujourd'hui. Nous avons semé la confiance et l'amitié. » Jean-Luc, ému, répondit « Et la moisson future sera celle de nos cœurs unis. » Dans le silence complice de la nuit, la chaumière du cerf-blanc dormit paisiblement, gardienne d'un rêve où la diversité devenait force et l'amour, un avenir assuré. L'hiver approchait à grands pas, et les premiers flocons de neige vinrent s'accrocher au toit de la chaumière du cerf-blanc. Dès l'aube, Maria Pachier ouvrit la porte sur un tapis blanc immaculé. Elle sortit des couvertures en laine et entreprit de renforcer les fenêtres avec des planches désormais patinées par le gel. Jean-Luc, emmitouflé dans son manteau épais, fendait du bois pour alimenter le foyer principal. Chaque bûche projetait d'étincelantes braises qui dansaient comme de petits esprits dans l'âtre. Dans la cour, les villageois s'étaient rassemblés pour aider. Madame Fournier apporta des paniers de mûres séchées, tandis que Baptiste et le messager du cirque faisaient la liaison entre la demeure et le grenier communal chargé de provisions. Les enfants, emmitouflés, ramassaient les pommes de pin tombées qu'ils utiliseraient pour alimenter les feux du froid. Antoine, désormais robuste, glissait sur la neige fraîche. Son rire clair fendait l'air glacial et réchauffait les cœurs. Au déjeuner, la soupe de courge préparée par Marie, enrichie de lait, d'épices douces et d'herbes réchauffantes, fut partagée autour de la grande table de bois. Les villageois s'assirent, racontant leurs préparatifs. La voisine Laura bâtissait un abri pour les poules, le forgeron réparait les outils gelés et le meunier prêtait un sac de farine pour confectionner du pain d'épices. Chaque geste témoignait d'une solidarité tissée depuis les jours de crise. L'après-midi, alors que la neige tombait plus fort, une patrouille du baron de Montferrand arriva en traîneau pour s'assurer que l'alliance tenait bon. Éléonore, debout à ses côtés, offrit à Marie un châle brodé aux couleurs vives, signe de reconnaissance. D'un regard complice, elle murmura « Vous êtes désormais notre guérisseuse et notre amie. » Dans le crépuscule hivernal, les lanternes suspendues projetaient une lumière chaude sur la blancheur glacée, symbole d'une chaleur humaine plus forte que le froid le plus vif. Quelques semaines plus tard, la vallée fut touchée par un mal inattendu. Une grippe virulente se propagea parmi les habitants. Les premiers symptômes apparurent sous forme de frissons et de maux de tête, puis évoluèrent en fièvre persistante. Les familles, inquiètes, se tournèrent vers Marie. Elle organisa aussitôt un dispensaire improvisé dans une aile de la chaumière. Chaque matin, elle parcourait les lits de paille où reposaient les malades, posant un linge chaud imbibé d'infusions de thym et de sauge sur leur front, tout en murmurant des prières protectrices dans sa langue natale. Jean-Luc, fidèle à son rôle, distribuait des tisanes apaisantes préparées par Éléonore, qui avait appris à ses côtés les vertus curatives des plantes locales. Antoine offrait des fleurs séchées aux patients, apportant un sourire malgré la souffrance. La communauté, rappelée une fois encore à la fragilité de la vie, s'organisa pour soutenir les plus faibles. Les voisins apportèrent du bois, du lait et des gâteaux, tandis que le baron fournissait du sel et du charbon pour les poêles.
Sous les doigts de Marie, les corps épuisés trouvèrent un répit, les toux s'espacèrent, les fièvres retombèrent, et l'âge importait peu devant l'efficacité de ses soins. Après 10 jours de veille et de compassion, la grippe perdit de son emprise. La dernière patiente quitta son lit, offrant un bouquet de primevères blanches à Marie en signe de gratitude. Les rires reprirent peu à peu leur place dans les ruelles enneigées, témoignant d'une victoire collective contre l'adversité. Dans le silence retrouvé, Jean-Luc embrassa Marie et, serrant Antoine contre lui, lui dit « Grâce à toi, notre foyer est devenu un sanctuaire ». À la veille de Noël, la chaumière du Cerf-Blanc se para de guirlandes de houx et de branches de sapin. Les villageois se réunirent pour préparer la veillée. On confectionna des biscuits épicés, on tendit des filets d'oranges séchés et on suspendit des pommes à des rubans de velours. Antoine, excité, déposa sous le sapin improvisé un pot de lait chaud sucré pour Marie, tandis que Jean-Luc plaçait un ruban rouge autour de la porte d'entrée. Lorsque la nuit tomba, la cloche de l'église sonna pour annoncer la messe de minuit. Les chants sacrés résonnèrent dans la vallée et certains passèrent par la chaumière pour prier et partager un morceau de gâteau de Noël. Marie, émue, chanta un cantique mêlant ses souvenirs d'outre-Atlantique et la mélodie française traditionnelle, unissant 2 mondes sous la même étoile. Après la cérémonie, tous regagnèrent la chaumière pour un festin convivial. Dinde rôtie, choux de Bruxelles au lard, purée de pommes de terre et bûches glacées. Les visages s'illuminèrent sous la lueur des chandelles et l'odeur du pain chaud emplissait chaque recoin. Éléonore, habillée d'une étole brodée, distribua des cadeaux faits de patience et d'amour, un foulard tricoté, un sachet de graines rares, un petit grimoire de remèdes. La soirée s'acheva autour du feu de bois, chacun se relayant pour raconter une histoire ou un souvenir cher. Antoine, fatigué, s'endormit sur les genoux de la veuve Fournier, tandis que Marie et Jean-Luc se tenaient par la main, leurs regards reflétant la paix et la gratitude. Dans la magie de cette nuit sacrée, la diversité des âmes se fondit en une seule famille, éclairant la plus longue nuit de l'année. Les neiges fondirent, laissant place aux premiers bourgeons du printemps. La chaumière du Cerf-Blanc renaissait sous un ciel azur, ses jardins dévoilant des touffes de primevère et de jonquilles. Jean-Luc, debout devant la porte, inspira profondément l'air parfumé de la terre mouillée. À ses côtés, Marie Apachier tenait Antoine par la main, désormais un jeune garçon curieux et plein de vie. Ils franchirent ensemble le seuil, accueillis par le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles revenus dans les ruches rénovées. Les villageois, venus apporter le fruit de leurs promesses, offrirent des pots de miel nouveaux, des paniers de fraises et des plants de tomates. Éléonore, radieuse, présenta un jeune apprentissage à Marie, un manuel illustré sur les plantes rares du pays. Autour d'un banquet champêtre improvisé sous un tilleul en fleurs, Jean-Luc leva son verre. À l'amour, à la santé et à l'union de nos 2 mondes. Les convives trinquèrent, leurs rires éclatant comme des cascades de lumière. Marie posa la main sur son cœur et d'une voix douce conclut « Nous avons trouvé ici notre foyer, tissé de diversité et de solidarité. Que cette vallée demeure à jamais un refuge où chacun apporte son don pour le bien commun. » Alors que le soleil de midi baignait la vallée d'une lumière dorée, la chaumière du Cerf-Blanc incarna pleinement son nom. Un lieu sacré où la vie s'élève, portée par le souffle de l'espérance et la force inébranlable de l'amour. Dans le calme retrouvé de la vallée, alors que la chaumière du Cerf-Blanc s'éveille à la douceur du printemps, souvenez-vous que chaque rencontre, chaque geste de solidarité et chaque acte de compassion tisse le fil invisible qui relie les âmes. Comme Jean-Luc, Marie et leurs voisins, osons ouvrir nos portes et nos cœurs à la différence. C'est ainsi que naît une véritable communauté, où chacun trouve sa place et devient le gardien de l'espoir. Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire vos propres expériences de solidarité ou évoquez celle d'une personne qui vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits où l'amour et le courage façonnent un monde meilleur. À bientôt sous le chant du Cerf-Blanc.